sommes dans ce deuxième panel qui portera sur sécuriser ses projets immobiliers au pays, la question des titres fonciers, des héritages et des garanties juridiques. Les panélistes viendront sur ce plateau faire cet échange-là, revisiter le sujet à l'aune de leur expertise, de leur vécu, de leur expérience, mais il y aura un temps de questions-réponses, ceci à l'endroit de vous dans l'Assemblée, pour vous dire que vous aurez aussi la latitude de poser des questions sur des sujets peut-être qui n'auront pas été abordés. Ainsi, je voudrais vous demander de nous devez recevoir avec moi et de les accompagner de applaudissements puisqu'ils viennent s'installer au fur et à mesure qu'ils sont nommés. Je demande donc à Maître Sorel Negligé de venir nous rejoindre, notaire à Paris, qui va intervenir sur comment vérifier un titre foncier, gérer les conflits familiaux et sécuriser un bien en cas d'indivision. Installez-vous, je vous prie, Maître. Merci. Enfin, de l'applaudir, voyons. Je voudrais vous demander aussi à cette suite de recevoir M. Bertrand Jompin, qui est géomètre, expert, président de SGDS International. Et il a pour lui de nous parler de quand a-t-on besoin d'un expert géomètre? Quand a-t-on besoin d'un expert géomètre? Comment les titres fonciers sont-ils enregistrés? Ce sont certainement des questions que vous vous posez. Je voudrais aussi vous demander d'accompagner de vos applaudissements Madame Amélie Epese-Priso, qui me rejoint. Madame Amélie Epese-Priso est agent d'assurance AXA. Elle interviendra sur les garanties assurantielles à mettre en place pour sécuriser son projet immobilier, assurance, crédit, bonne fin de chantier, décennale. Est-ce que M. Djibril Gomble est déjà arrivé? Pas encore. Oui, il est là. Monsieur, pardonnez-moi. Je suis fort contente que vous soyez là. Voilà, monsieur Djibril Gomble est donc avec vous, si vous voulez bien venir nous rejoindre. Et monsieur est architecte. Parce que même quand on est profane de l'immobilier, s'il y a bien quelque chose que l'on connaît, c'est au moins qu'il vient un architecte. Vous vous installez où vous voulez bien, voilà, s'il vous plaît. Et vous allez nous entretenir de comment intégrer son projet immobilier en respectant le plan d'urbanisme, la hauteur, le terrain, la superficie, etc. À quel moment a-t-on besoin d'un ingénieur structure pour réaliser des études de sol et dimensionner les fondations? Y a-t-il quelqu'un qui manque? Ah ben oui, et pas des moindres. Je voulais donc rappeler, s'il n'était pas là ce matin, vous préciser que nous avions en ouverture pour son propos introductif, le keynote speaker, en la personne de M. René. René Médinet va venir nous rejoindre. Je rappelle que si vous êtes arrêté à l'entrée de cette salle, il est expert en immobilier. Il contrarie les centres de l'immobilier en France, selon le magazine Challenge. Et surtout, il va pouvoir préciser les choses et accompagner ces discussions. Merci donc pour votre attention. Nous allons tout simplement commencer par le commencement. Et je vous répète, vous donnez la parole. Pour autant, c'est pas vous qu'il faille commencer quand on est dans un projet immobilier. Comment vérifier un titre foncier? Juste une petite question technique, j'ai l'impression que mon micro... J'ai l'impression que mon retour est un peu sourd, mais peut-être que c'est une impression, mais sinon dans la salle, c'est bien. Si c'est bien pour vous, c'est bien pour moi. Merci d'être là. Merci. Vous avez à nous apporter des éclairages, des pas et des nôtres, parce que cela a été dit dans le panel précédent. On achète un terrain, on est content, on boit même au champagne, et puis le reste devient un cauchemar. On découvre qu'on est 3 propriétaires, on ne le savait bien. Vous écoutons, maître. Bonjour à tous. Lorsqu'on a un projet immobilier, en général, on est content et on se précipite pour aller voir son vendeur. Et ici en France, où j'exerce, les choses sont relativement simples. Il y a un parcours presque fléché qui est mis en place. Vous avez rencontré votre vendeur, vous faites l'offre et ensuite les notaires prennent les choses en main et vous venez signer votre acte d'achat et champagne et tout le monde est content. Mais seulement quand on est du côté du continent, quand on est en Afrique, les choses sont parfois un peu plus compliquées parce qu'il faut faire face à la coutume, aux usages au niveau local et ça passe par le fait que, bon, on rencontre notre vendeur et il arrive que le vendeur en question a déjà vendu le terrain à plusieurs personnes et souvent le vendeur se garde bien de dire qu'il a déjà vendu et au moment où vous voulez entamer les démarches au niveau administratif, vous vous rendez compte qu'au fait, vous n'êtes pas le seul
avoir reçu la promesse d'une belle vente. Et donc, d'où il est vraiment important d'être entouré de personnes qui sauront vous accompagner, et cela va passer par le fait, alors moi je vous dirais, d'aller voir un notaire, de vous entourer de conseils d'un notaire, parce que étant ici, hors du continent, hors du pays concerné, il est parfois difficile d'avoir une vision assez globale de la situation du bien là où nous voulons acquérir. Merci pour ces premières précisions, maître. Mais la question certainement qui se pose et qui s'impose, c'est quand on est ici, cela va-t-il prendre encore plus de temps parce que le notaire est ici en France avec la personne qui a ce projet et le projet est au pays. Y a-t-il une moyenne de temps qui puisse permettre aux personnes concernées de ne pas s'enliser dans quelque chose qui leur tarde en fait? En fait, tout dépend de la situation de votre vendeur. Si le vendeur, il a déjà son titre foncier, comme ça, si le vendeur a déjà son titre foncier dûment délivré, à ce moment-là, les choses vont beaucoup plus vite. On va voir le notaire et on peut passer rapidement à la transaction. Mais lorsque nous sommes encore en amont où il faut procéder au morcellement, il faut que le chef coutumier puisse vous délivrer une attestation, qu'on soit du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Cameroun où on va réunir le propriétaire, le chef de famille, ou alors du côté du Sénégal, il y a une attestation qui doit être délivrée, coutumière, et ensuite c'est là que vous allez donc entamer les démarches pour pouvoir, auprès des différentes administrations. Et c'est là que ça prend un peu plus de temps. Et aussi, vous risquez de tomber dans les méandres des procédures au niveau local. C'est donc une première approche et vous aurez l'occasion, maître, de rebondir à ce qui sera dit par les uns et les autres. Je voudrais d'ores et déjà demander à monsieur Guy Armand Mokosi de bien vouloir nous rejoindre. Venez, monsieur, je vous prie, installez-vous. Je rappelle que vous êtes président d'Eurobox, c'est la filiale d'Afrobox, société foncière et immobilière basée au Congo-Brazzaville. Et vous nous apporterez votre éclairage sur les précautions à prendre dans l'acquisition d'un terrain à distance. Pour rappel, Elie Kamge nous disait ce matin, le président du Club Efficience, à l'initiative de ce salon de l'immobilier africain à Paris, qu'il a réuni 12 pays d'Afrique. C'est donc un beau tour du monde, oui, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Pour pouvoir avoir une vue panoramique, une vue mosaïque aussi de ce qui se fait ça et là, pour pouvoir s'en inspirer. Si vous voulez bien, monsieur Mokosi, je voudrais vous laisser la parole. Donc, est-ce que vous avez un micro? Oui, on vous en passe un. Nous vous écoutons donc sur les précautions à prendre dans l'acquisition d'un terrain à distance. Merci, je vous salue tous. Je suis donc Guy Armand Mokosi, président de Eurobox, qui est une filiale de la société Afrobox, qui est une société immobilière et foncière qui est basée au Congo-Brazzaville. Donc nous avons une propriété qui s'étend sur plus de 5000 hectares et nous vendons des parcelles par échéancier à la diaspora africaine partout dans le monde. Sur les précautions à prendre au sujet de la vente des parcelles à distance, Afrobox a mis en place une procédure qui permet de sécuriser le processus d'accès à la propriété. Déjà, tout part par le lotissement. Donc, la manière dont Afrobox a procédé au lotissement de ces terrains, ce n'est pas simplement une division parcellaire, mais c'est un aménagement foncier qui permet d'améliorer le cadre de vie. Donc tout est encadré, les domaines sont répartis de sorte que toute l'eau soit répertoriée. Donc on a déjà un domaine, et dans le domaine, on a des modules, et dans le module, on a des blocs, et dans le bloc, enfin, on a des parcelles. Donc chaque parcelle est clairement identifiée et numérotée, et nous avons une base de données pour tout gérer. Donc chaque parcelle est répertoriée et une parcelle a comme un livret, comme un livret de famille, un livre de vie. Un acte de naissance. Et, voilà, un acte de naissance qui permet d'être suivi du début jusqu'à la fin. Donc je pense que c'est d'abord dans la procédure de lotissement, dans la procédure de ce qui génère le lot final qui est la parcelle,
que ce problème de sécurisation de l'achat doit commencer. La traçabilité, Voilà. donc, La traçabilité, voilà. du bien que vous avez acquis Voilà. pour vous assurer, avant que d'y ériger un gratte-ciel, que Voilà. vous en êtes bel et bien le propriétaire et le seul propriétaire. Tout à fait. Vous pourrez compléter ce que vous avez apporté. Ce matin, je m'entends en écho, hein, la technique est peut-être vous aussi. Ce matin, il était dit par les panélistes précédents qu'il faut voir le notaire, il faut voir le géomètre, et je leur disais, ces experts seront là, et ils sont donc là. Gardez bien les questions que vous avez aussi pour les leur poser au moment des échanges. Je voudrais d'ores et déjà me tourner donc vers le géomètre expert, président de SGDS International, en la personne de Bertrand Jompin, sur une question: quand a-t-on besoin d'un géomètre expert? Comment les titres fonciers sont-ils enregistrés? Et j'ai envie de rajouter une question: que fait exactement le géomètre d'ailleurs? Bon après-midi. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, Oui. sans écho. C'est parfait. Donc, quand est-ce qu'on a besoin du géomètre expert? J'allais dire presque tout le temps. Dans toute la vie d'un projet, de la phase, j'allais dire, exploratoire, jusqu'à l'après-réalisation des travaux. Je m'explique. En phase exploratoire, il va falloir circonscrire le territoire sur lequel on veut faire son aménagement foncier ou on construit son ouvrage. Et pour cela se posera la question de savoir si on y a des droits ou pas. Des droits, ça peut être par le biais d'un titre de propriété, un titre foncier, ou simplement des autorisations à construire. En phase d'exécution des travaux, le géomètre expert, on en aura besoin pour produire des documents techniques qui vont servir à l'architecte, servir à l'ingénieur de travaux pour optimiser, que ce soit les terrassements, optimiser l'orientation, le positionnement des ouvrages. Et enfin, on en a également besoin, après les travaux, pour réaliser ce qu'on appelle les dossiers d'ouvrage exécutés, qui doivent refléter la situation, la consistance des ouvrages, des constructions, telles qu'elles sont, et non pas telles que l'architecte aurait voulu qu'elles soient, pour ainsi soit juger de la conformité ou non-conformité, mais également avoir un livret qui pourra suivre le terrain ou les constructions tout au long de leur vie future. Enfin, on a besoin également du géomètre expert pour l'évaluation, la valorisation de son patrimoine, l'optimisation de son aménagement, au respect bien évidemment des règles d'urbanisme, au respect également des règles de droit civil qui peuvent s'imposer à nous. Est-ce que le géomètre, parce que je retiens quand même votre entreprise, elle est à l'international, est-ce que le géomètre a besoin d'aller sur le terrain lui-même pour faire ce qu'il fait? Clairement, nous sommes en diaspora. Si ceux qui sont là ont un projet et qu'ils viennent vers vous, c'est vous qui, par le canal de vos représentants à tel ou tel endroit, allez évoluer. Comment est-ce que les choses se passent? Bien évidemment, tout dépend de la nature et de l'importance du projet, mais en tout état de cause, le géomètre, même si les moyens techniques permettent aujourd'hui, suivant la typologie des travaux, de se passer d'une intervention sur site, en tout état de cause, en ce qui concerne les aspects liés à la délimitation foncière, obligatoirement, on doit factuellement sur le terrain pouvoir caractériser et matérialiser les limites. Maintenant, pour ce qui concerne les informations descriptives et, j'allais dire, de morphologie du site, différentes techniques aériennes, spatiales permettent d'obtenir des informations de qualité et de niveau de précision variables en fonction de la nature du projet. Si on veut construire une maison individuelle, le niveau de finesse dont on a besoin n'est pas le même que quand on est en phase d'études d'urbanisme, d'aménagement d'un quartier ou d'une ville nouvelle, où là, on a besoin plus des informations, j'allais dire macro, que des informations d'une finesse extrême. Donc, en tout état de cause, en fonction de la nature du projet, et dans la diaspora, il y a des gens qui ont des projets de taille très variable, on pourra se déplacer sur site ou pas. On pourra faire appel à des partenaires locaux ou pas. En tout état de cause, aussi bien le notaire que le géomètre expert n'est pas forcément maître des subtilités juridiques de chaque territoire, et donc, en général, n'étant pas expert en tout lieu ou tout savant, on doit s'accompagner, enfin s'entourer des compétences locales, à tout le moins du point de vue procédural, pour ne pas passer à côté
des subtilités et des usages locaux en matière administrative. Vous faites bien de mentionner les subtilités et les particularités de chaque lieu, de chaque pays, pour ne pas les nommer. Nous avions depuis ce matin le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Sénégal, le Congo. J'espère n'avoir oublié aucun pays. Quelqu'un disait le continent en précisant le Cameroun pour les raisons que l'on sait, nous ne reviendrons pas dessus. Et nous allons partir donc écouter l'architecte. Je ne voudrais pas vous mettre en conflit, messieurs, mais j'ai cru entendre un mot qui disait, oui, contrairement à ce que l'architecte aurait fait, il faudrait que le géomètre. Alors, est-ce que ces deux professions travaillent en bonne intelligence en général, ou est-ce que chacun doit veiller à ce que l'autre n'ait pas fait juste comme il aurait voulu? Nous vous écoutons, monsieur Djibril Ngom. Bonsoir à tous. Non, en règle générale, on travaille en bonne intelligence avec nos géomètres, parce que de toute façon, nous sommes un peu complémentaires sur un projet. Donc, à quel moment on fait appel à l'architecte? L'architecte, on fait appel à lui une fois qu'on a acheté son terrain. Parce que si vous n'avez pas votre terrain, votre architecte a beaucoup de mal à se projeter sur un futur. Donc, juste pour vous interrompre quelques secondes, cela veut-il dire qu'avant que d'acheter, on ne peut pas voir l'architecte et demander de concevoir la maison de ses rêves avant que de penser à acheter un terrain? C'est ce que vous nous dites. Non, parce qu'en règle générale, une maison est posée sur un terrain qui a une spécificité. Absolument. Donc on ne peut pas calquer un projet, le poser un peu n'importe où. On peut le faire, mais ça n'a pas de sens. C'est noté. Non. Donc, on demande à un architecte, une fois qu'on a son terrain, on va voir l'architecte. Et avant même, pour moi, d'aller voir l'architecte, on fait une étude de sol. Pourquoi? Qui est-ce qui fait l'étude de sol? C'est le client qui commande l'étude de sol. Auprès de qui? Auprès d'un bureau d'études. Donc, il nous manquait un spécialiste. Vous faites bien de préciser. Un géotechnicien, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'architecte peut faire un projet qui vous plaît, mais si on ne sait pas sur quoi repose ce terrain, on peut partir des fois vers une catastrophe. Donc, il vaut mieux faire une étude de sol, que l'architecte ait ce rapport et qu'il sache comment positionner sa maison, comment dimensionner ses fondations, ce qui va suivre derrière. Donc, on fait d'abord une étude de sol. D'abord, ça sécurise un peu la personne qui achète ce terrain pour savoir, parce que si vous achetez un terrain qui est plus ou moins mauvais, en surcoût de fondation, ça peut être des fois assez impressionnant. Donc, il vaut quand même mieux savoir si le terrain que j'ai acheté, est-ce que oui ou non, il est facilement constructible. On a toujours l'impression qu'il suffit de mettre des fondations à 80 cm et hop, la maison va tenir. Ce n'est pas forcément le cas toujours. Donc, il vaut mieux faire une pré-étude de sol, aller voir son architecte, lui dire, voilà, le terrain que j'ai acheté, je l'ai acheté, voilà, sur lesquels on va construire. Et à ce moment-là, on développe le projet en fonction de l'état du terrain. Merci pour ce que vous venez d'apporter. Vous allez pouvoir compléter en précisant, donc, ou plutôt en rappelant ce qui nous a été dit. L'étude de sol a son plein sens parce que selon la bâtisse qu'on veut voir érigée à tel ou tel endroit, encore faut-il que le socle puisse porter le gratte-ciel ou la petite maison dans la prairie, c'est selon. Et comme le disait si bien notre keynote speaker ce matin, le moins cher est très cher. Quand monsieur parle de surcoût, c'est cela. C'est-à-dire que des coûts qu'on avait minorés se révèlent finalement pas suffisants et il faut continuer à dépenser un argent qu'on aurait voulu consacrer à autre chose. Nous allons donc vous écouter, Madame Amélie Epessé-Priso. Vous êtes agent d'assurance AXA sur les garanties assurantielles à mettre en place pour sécuriser son projet immobilier. Donc, il y a l'assurance crédit, la bonne fin de chantier décennale et certainement d'autres choses. Nous vous écoutons, Madame. Oui, il y a énormément de choses à mettre en place. Merci déjà, Lydie. Merci à vous. Bonjour à tous. Je suis ravie de prendre la parole ici et je remercie en particulier Elie Kamge qui m'a fait l'honneur d'être présente à ce panel. Je pense que je suis la seule personne ici à couvrir tous les aspects de ce dont on a besoin lorsqu'on met un projet de construction en place.
Et je m'explique. Je suis assureur chez AXA depuis une dizaine d'années. Et si à un moment donné, j'ai décidé de me lancer dans ce secteur d'activité alors que je ne venais pas de cet univers-là, c'est parce que j'ai senti que j'avais une vraie valeur ajoutée auprès de ma communauté. Pourquoi je dis cela? Parce que, et j'ai été ravie, Lady, que vous me passiez la parole à la fin. Après que tout le monde s'est exprimé. Les assureurs, le métier d'assureur est très très mal connu. Et on ne le considère même pas. On n'y croit pas. J'ai mené une rapide enquête, aussi bien ici qu'en Afrique, aussi bien pour nous qui sommes ici de la diaspora qu'en Afrique, pour savoir ce qu'on attend d'un assureur. On m'a dit rien. On m'a dit ça sert à rien, mais assureur, mais on paye des prix, mais ça puis marche c'est pas. tout. Mais oui, on me dit mais ça marche pas. De quoi tu me parles? Mais je vais me débrouiller. Or, quand on entend les uns et les autres parler ici, on voit combien un investissement, à plus forte raison, un investissement immobilier, c'est quelque chose de tellement lourd. On a besoin de tellement d'experts. Donc, prendre peut-être les économies de toute une vie pour aller investir en Afrique dans le cadre d'un projet immobilier pour lequel on n'a pris aucune garantie, clairement, on est le fossoyeur de son propre projet. Et je me suis interrogée pour savoir pourquoi on ne pense pas à assurer son bien. Parce que c'est quand même la base, c'est quand même son rêve qu'on veut réaliser. Pourquoi on se dit tout simplement je vais me débrouiller alors qu'on sait très bien que les aléas c'est tout sauf quelque chose pour lequel on peut se débrouiller. La raison en est très simple et c'est culturel aussi. On est en Afrique dans une vision court-termiste. On ne se projette pas dans le temps. Or, quand je dis que l'assureur est à la base même du projet, c'est le maillon fort de votre projet en fait, parce qu'il est dans il apparaît à toutes les étapes de la chaîne de valeur. On ne peut pas maîtriser un risque. On ne peut que le limiter, on ne peut que le réduire. Et pour cela, on prend des garde-fous, à plus forte raison quand on engage les économies qu'on a pris la peine de mettre en place avec peut-être un banquier, avec peut-être un assureur, justement. Moi, chez AXA, je m'occupe de la partie épargne et protection. Et l'épargne, justement, à la base, l'argent, les fonds, le patrimoine financier, c'est la base pour monter n'importe quel projet, en l'occurrence le projet immobilier. Donc j'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels pour constituer cette épargne-là, pour éventuellement mettre en place l'épargne retraite, mais également pour la partie protection. Et ici, on est clairement au cœur du sujet. Et la protection, elle est très large. Ça va de ce qu'on appelle la prévoyance à l'assurance emprunteur. Et à l'intérieur de tout cela, on peut avoir les accidents de la vie courante, on peut avoir la multirisque habitation, justement, on peut avoir les assurances obsèques, on peut avoir tout un tas d'assurances qui permettent justement de réduire le risque. Et toute personne ici, et je vais peut-être terminer là en attendant les questions, qui n'aura pas respecté ce qu'on appelle les 3 P de la prévention, parce que limiter le risque, c'est la prévention, et les réduire, c'est la protection. Si on n'a pas respecté les 3 P de la protection, de la prévention, pardon, à savoir protéger sa famille, à savoir préserver sa santé, à savoir piloter ses finances, on n'arrive strictement à rien. Et moi, je vous dis, rapprochez-vous. La base, c'est-à-dire les bonnes pratiques, c'est se rapprocher des spécialistes qui sont ici, et je mets n'importe quel spécialiste ici au défi de me dire qu'il n'a pas besoin d'assurance. Et je le mets en garde sur le fait de me donner une réponse négative, parce qu'en me disant qu'il n'a pas besoin d'assurance, ça veut clairement dire qu'il n'est pas un professionnel. Parce qu'un professionnel dès qu'il a créé sa société, que ce soit le notaire, que ce soit le géomètre, que ce soit les promoteurs, etc., l'architecte, dès qu'il a créé sa société, ce qu'on lui demande, c'est la responsabilité professionnelle, l'assurance responsabilité professionnelle. Ça commence par là. Donc, rapprochez-vous de ces
de ces spécialistes-là qui vont vous accompagner pour la bonne fin de votre projet. Moi, je suis l'architecte de vos revenus. Je vous aide à les structurer pour la réalisation de votre projet. J'attends les questions. Alors, nous avons donc 2 architectes, vous l'avez entendu, un pour les revenus et l'autre pour la bâtisse. Mais simplement, madame, à la décharge de tous ceux qui ont ce désamour avec les assureurs, il y a quand même la question de la prime, parce qu'on paye la prime et chaque fois qu'on a des déconvenus, on s'entend dire tout d'un coup tellement de choses qui font que... Est-ce que je pose la question que quelqu'un se posait ? Ne répondez pas tous à la fois, n'est-ce pas ? J'essaie difficilement de défendre la cause de nous tous. Est-ce que vous ne pensez pas que cela, justement, malheureusement, justifie le fait que peut-être la relation avec, pas l'assureur, mais les assurances soit tronquée ? Non, justement. Quelqu'un a dit ça et j'ai dit merci à la Madame personne est qui a dit assureur. non, justement. Non, justement. Et il faut faire très attention quand on met une assurance en place. Il ne faut pas se dédouaner, il ne faut pas s'exonérer de ce qu'on appelle, on va dire, la due diligence. Due diligence, c'est l'analyse du risque, en fait. On fait des recherches. Il faut que ce soit, dans le contrat, il faut que ce soit en français aussi. Hein. Oui, non, mais tant que nous y sommes, parce que les anglicismes aussi qui ne viennent pas faciliter la compréhension du document qu'on a signé. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Je suis la conseillère, c'est la personne qui vous accompagne pour décrypter justement tout cela. Il ne faut pas... je donne juste un exemple. Ça n'a même rien à voir avec l'habitation, mais c'est extensible à tout niveau. Alors, cours d'exemple. Juste, voilà, oui, très rapidement, une personne qui vient me voir et elle met en place une solution de prévoyance. Prévoyance, on prévoit le risque. Et je lui dis, vous passez de particulier à professionnel, garantissez-vous au maximum parce que là, vous n'aurez plus votre employeur au-dessus. La personne prend la solution la moins chère, on y revient. Et le moins cher coûte très cher. Coûte très cher. Parce que, justement, l'aléa, qui est pour une personne, soit la maladie, soit un accident, etc., on ne peut pas le prévenir. Et cette personne, malheureusement, 3 ans après, parce que la personne est passée d'infirmière salariée à infirmière libérale, le stress a fait qu'elle a développé un cancer du sein. Elle avait mis un délai beaucoup trop pour payer moins cher, pour payer une prime moins chère. Elle avait mis un délai de 90 jours. 90 jours. Et dans tout ce qu'elle avait comme arrêt de travail, c'était maximum 2 mois. Jamais elle n'a pu bénéficier des garanties qu'elle a mises en place et naturellement, elle pouvait se retourner contre l'assureur, mais là n'est pas le problème. Donc vous nous dites qu'il faut compter grand, loin et large. C'est ça. Il faut vraiment se rapprocher de votre conseillère, qui est la personne qui sait le mieux ce qu'il faut pour vous, parce qu'elle a, en amont de tout cela, fait un diagnostic. Et car tout peut arriver. Tout à fait. Alors, nous avons le notaire, l'architecte, le géomètre, l'assureur et monsieur... pardonnez-moi, je suis en train d'oublier quelqu'un. Oui, monsieur, pardonnez-moi, monsieur... Je ne vous retrouve plus. Oui, vous êtes là. C'était monsieur Mokosi, je suis désolée. Vous êtes donc tous présents, mais j'aimerais, avant qu'on donne la parole à la salle, et si vous voulez, messieurs, mesdames, rajouter une pièce dans le flipper, vous êtes libres de le faire. René, est-ce que ce qui a été dit vient corroborer le point de vue de l'expert au regard de son travail depuis tout cela d'années dans l'immobilier? Y a-t-il quelque chose qu'il faille aussi préciser en l'endroit de notre auditoire rapport à ce que nous attendions de nos experts? Alors effectivement, nos experts ont bien répondu aux questions, mais je voudrais rajouter quelque chose. Je pense que quand vous avez entendu assurance, vous vouliez aussi qu'on vous dise les choses suivantes. La première, c'est que l'assurance, c'est d'abord votre logement. Ici, c'est pratiquement obligatoire de le faire, mais sachez qu'en Afrique, il est important d'assurer son logement. L'assurance, c'est aussi la construction. Quand vous construisez, il faut que vous preniez une assurance. Cette assurance, elle peut être prise par le constructeur, c'est une assurance décennale. Cette assurance décennale garantit que pendant 10 ans, ce que vous avez construit est assuré par le constructeur. Mais je reviens à ce que disait l'architecte tout à l'heure. Pour qu'on puisse savoir ce qu'on construit et pour pouvoir construire un immeuble dans un endroit où on peut construire un immeuble, il faut faire une étude de sol. Une étude de sol, c'est ça qui va déterminer les fondations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un terrain familial, ils décident de construire une maison ou un immeuble. Sauf que quand on construit une maison, c'est différent d'un immeuble, parce que d'un immeuble, on a besoin des fondations qui sont beaucoup plus profondes. Et ça, quand on ne le sait pas,
on se retrouve avec un immeuble qui, au bout de quelques temps, s'écroule. Donc, l'assurance, c'est quelque chose de très important. Lors de la construction, assurez-vous que votre constructeur ait une assurance là-dessus. L'assurance est importante aussi pour vous, quand vous assurez un bien. Même si vous n'y vivez pas, vous avez l'assurance propriétaire et l'assurance locataire qui doit être prise par le locataire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut se passer de ça parce qu'on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand vous investissez, pour certains, les économies d'une vie, l'assurance, c'est quelque chose de très important. Et puis, je reviendrai sur ce que disait notre ami géomètre. Il a parfaitement raison, on en a parlé ce matin. Il faut absolument faire appel à un géomètre. Ça permet plusieurs choses. De déterminer quel est votre terrain et pas construire chez quelqu'un d'autre. Quelles sont les limites de votre terrain? C'est super important. Ce sont des choses qui sont très importantes et qu'on néglige beaucoup. Parce que bien souvent, notre famille nous a dit va construire à tel endroit, c'est le terrain familial. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et effectivement, le géomètre vous assure ces éléments-là. Mais avant tout, comme je dis souvent, je l'ai répété, je le répète souvent, quand on commence le projet, appuyez-vous sur un notaire. Appuyez-vous sur un notaire. C'est votre garantie que les choses vont bien se passer. Voilà, mais je pense qu'il doit y avoir des questions certainement dans la salle. Est-ce qu'on a le droit de parler de combien ça coûte mètre, par exemple, pour que les gens aient quand même une idée? Parce que souvent, le fait de ne pas aller vers tel ou tel expert, c'est peut-être parce qu'on a eu une idée reçue, des préjugés, en rapport à ce que ça devrait coûter. Effectivement, c'est l'épineuse question à laquelle tout le monde s'oppose. Ce que vous devez savoir, c'est quel que soit le notaire, le pays, le tarif est réglementé. Le notaire ne va pas vous dire, moi, pour telle vente à tel prix, vous devez me payer autant. Tout est réglementé, tout est défini par la loi. Donc, normalement, chez n'importe quel notaire, vous devriez retrouver à peu près les mêmes tarifs. Il y a une petite différence, c'est ce qu'on appelle les débours. En fait, c'est une petite somme que le notaire prend suffisamment, met de côté. Si jamais, au moment de la publication de l'acte, il s'avère qu'il y a eu une petite erreur ou alors le bureau des hypothèques, la conservation, demande une somme supérieure, à ce moment-là, le notaire, au lieu de vous appeler en disant « Monsieur, Madame Antel, il nous manque 100 € ou quoi que ce soit », dans ce cas, on utilise cette somme pour régler à votre place et ne plus faire appel à vous. Donc, c'est essentiellement ça. Et ce, quels que soient les pays. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est en France. Alors, est-ce que c'est indélicat d'avoir une fourchette quand même pour que les uns et les autres se fassent une idée dans le cadre justement de la construction de biens, l'acquisition de patrimoine, juste pour que notre auditoire puisse se faire une idée, sauf si ça procède du secret professionnel? Non, pas du tout. Ce n'est pas un secret professionnel, mais c'est délicat parce que, par exemple, on fonctionne par tranche. On va vous dire pour 100 000 €, ça coûte autant, pour 200 000 €, ça coûte autant. Ça se calcule au fait. Ça dépend si vous achetez en lot de copropriété, si vous achetez une maison individuelle. Au fait, il y a tellement de critères qui sont tels que... C'est pour ça que je vous incite vraiment à aller voir le notaire. C'est lui qui sera capable, en fonction de votre projet, de vous dire, écoutez, voici combien ça va vous coûter et voici ce qu'il faut prévoir comme provision. Bon, j'ai essayé de faire une césarienne, mais bébé est resté dans le ventre. J'aurais fait ce que j'ai pu. Nous allons donc faire un tour dans la salle. Si vous voulez, par contre, les experts, les panélistes, n'hésitez pas si vous voulez réagir aux questions ou peut-être compléter ce qui s'est dit ou rebondir. Hein, sentez-vous libre de le faire. Je vais peut-être répondre Oui, à s'il une vous question plaît. qui ne m'a pas été posée, Oui. puisque tout à l'heure, on demandait au notaire combien ça coûte. C'est comme demander combien ça coûte une voiture. Donc, ça dépend de plein de choses. Et pour ma part, pour le géomètre, j'allais dire que quel qu'en soit le coût, c'est le passage obligé. Je dois reconnaître malheureusement, et ça c'est une problématique du cadre foncier en Afrique, que l'accès à la propriété sécurisée est quelque chose qui, dans les villes moyennes, les petites et moyennes villes, le coût de l'accès à la propriété est assez élevé par rapport à la valeur même du patrimoine. Je veux dire que le processus, la procédure d'acquisition de la propriété, dans certains cas, coûte presque autant que la valeur vénale du bien. Mais, ça c'est pour des cas très particuliers. Pour les gens qui investissent, et c'est souvent le cas de la diaspora dans les grandes métropoles, c'est assez marginal par rapport à la valeur vénale du bien et également à l'investissement qu'on veut y réaliser.
J'apporterai un petit complément à ce que mon ami l'architecte a dit tout à l'heure, pour que les gens ne s'y méprennent pas quand il a dit qu'on consulte l'architecte quand on a déjà le terrain. Déjà, avoir le terrain, c'était peut-être au sens large qu'il fallait le comprendre. C'est pas avoir le terrain au titre de la propriété, mais quand on a identifié le terrain sur lequel on veut réaliser son projet. Car très souvent, on a des gens qui prennent un catalogue, j'allais dire de la Redoute, et disent « ça, c'est cette maison-ci que je voudrais que tu fasses ça chez moi ». Mais chez moi, où? Quelle est la dénivelée? Quels sont les dénivelés du terrain? Quelles sont les orientations? Qu'est-ce qu'on a autour? Les gens n'en savent rien. Dernier point par rapport au géomètre, on le conçoit ou on l'imagine toujours en tant que géomètre foncier, mais avec notamment les développements des nouvelles formes de propriété, la multipropriété, la copropriété, la division en volume, le géomètre est le technicien qui intervient aux côtés du notaire pour à la fois l'établissement des états descriptifs et également, même si les notaires sont parfois mathématiciens, mais ils ne sont pas géomètres, mais également les calculs relatifs aux répartitions des quotes-parts de propriété des parties communes ainsi que des charges de copropriété ou de servitude. Bien, nous avons ici le Cameroun, le Congo, le Cameroun, le Sénégal. La Côte d'Ivoire est dans la salle et pour vous réveiller un peu, on a les dames de la Côte d'Ivoire. Vous vouliez nous faire un petit quelque chose assez rapidement parce que ces dames, c'est un rappel. Mettez-vous debout, mesdames, pour faire entendre votre présence comme vous le vouliez. Madame Carole Sani, devant, a à son actif un projet immobilier au bénéfice de nombreuses femmes en diaspora qui s'est fait au Congo avec l'accompagnement d'une banque. Et vous avez une manière particulière de célébrer cela. Vous avez 30 secondes pour nous l'exprimer. On vous écoute pendant que le micro des hôtesses circule pour ceux qui veulent prendre la parole. C'est à vous, mesdames. Merci. Un mot peut-être, Madame Sani, rapidement. Oui, merci beaucoup. Est-ce que votre micro est ouvert? Oui. Oui. Allô? Merci beaucoup. Je me présente, je me nomme Carole Sani, présidente de l'Union interfédérale des associations féminines et femmes ivoiriennes de France. Donc, nous sommes au moins au sein de la fédération, presque 3000 membres. Donc, nous avons fait un projet immobilier. Nous sommes en train de construire aujourd'hui à Benjerville 300 maisons pour préparer le retour de nos consoeurs. D'où les applaudissements. Bon, les you-you même. Alors, très bien. Première question. Qui est-ce qui avait une question? Le micro est-il pas... Qui est-ce qui a le micro? Personne n'a encore le micro. Voilà, commencez par devant. Madame, nous vous écoutons. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. C'est déjà... Vous pouvez vous parler plus fort? Oui, je disais merci beaucoup pour la présentation, c'est bien apprécié. Donc moi, j'avais 2 questions. Je ne sais pas si j'ai le droit ou pas. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça s'adresse au géomètre. Oui. C'est quoi la différence entre un géomètre et un géomètre agréé? Première question. Voilà. Deuxième question, c'est pour la dame assureur. Alors, on parle de l'immobilier. En parlant de l'immobilier, ok, il y a du foncier et du bâti. Alors, dans l'immobilier pour la sécurisation, parce que quand vous parlez d'assurance, c'est vraiment côté sécurité. Et pour la sécurisation, il y a le côté administratif et le côté juridique. Également, le côté physique, la sécurisation physique. Parce que ce que nous constatons, nous, partout en Afrique, surtout au Sénégal, les gens achètent et puis laissent pendant une période pour pouvoir construire. C'est aussi soumis à des litiges et autres. Est-ce que vous intervenez dans ce cadre-là? Merci pour les questions. Je vous laisse répondre puisque la dernière question était pour vous. Et ensuite, monsieur va répondre. Alors, ce que moi je conseille, c'est de se rapprocher des assureurs locaux. Des assureurs locaux parce qu'ils sont les plus à même. Quand on a un projet immobilier avec un promoteur, on vous a parlé d'experts qui accompagnent sur ces projets-là, rapprochez-vous d'eux parce que même si la CIMA, qui est la conférence internationale des marchés des assureurs, a harmonisé
depuis 1962 le fonctionnement des assurances dans tous les pays, la partie francophone, il y a eu 13 pays au départ, il y en a eu 15, etc. Même si tout cela est harmonisé, les règles de déontologie, etc., il faut se rapprocher localement des experts du pays qui sont les plus à même de vous accompagner. Ça, c'est sur la deuxième question. Voilà. La première question, c'était pour Monsieur le géomètre. le géomètre. Alors, vous demandiez quelle était la différence entre un géomètre et un géomètre agréé. Bon, je suppose que déjà un géomètre agréé est d'abord géomètre, avant de devenir agréé. Alors, agréé, c'est agréé pour faire quoi? Je crois comprendre que la subtilité que vous voulez faire lever, c'est le géomètre agréé à exercer pour l'exercice en clientèle privée, à la différence d'un géomètre qui serait un fonctionnaire de l'administration. Alors, dans nos pays où le régime foncier est basé sur l'immatriculation, donc le titre de propriété est un acte administratif unilatéral. C'est l'administration qui, par un acte, accorde le titre. En France, ce n'est pas le cas. Ou dans la plupart des pays latins, ce n'est pas le cas. Donc, le géomètre exerçant en clientèle privée va concevoir ce qu'on appelle dans la plupart des pays les dossiers techniques, que pourraient faire également les géomètres de l'administration. Mais in fine, c'est l'administration qui, par son sceau, va terminer le processus d'immatriculation. Pourquoi faire appel à un géomètre, même si ce n'est pas une question que vous m'avez posée, mais j'y réponds tout de même. Pourquoi faire appel à un géomètre exerçant en clientèle privée? C'est d'abord la garantie, surtout dans nos pays, la garantie de la réalisation des travaux par quelqu'un qui exerce sous le sceau d'un ordre et qui est soumis à la tutelle ministérielle, qui en principe a une assurance. Et d'ailleurs, je dois vous conseiller, ce n'est pas simplement pour les entreprises, quand vous faites, pour les constructeurs, si vous faites appel à un géomètre ou à un architecte, la première chose que vous devez faire, c'est lui demander de vous fournir son assurance en responsabilité civile. Non seulement ça vous assurera que vous êtes couvert, mais également ce praticien réalisera qu'il a en face quelqu'un qui est soucieux des obligations de l'intervenant. Je suis allé au-delà de la question. Alors, autre question. Si vous êtes d'accord, je vous propose, parce qu'il y aura une autre séquence après, question courte, réponse courte, le micro, on fait tourner. Oui, allez-y, mademoiselle, mais question courte, réponse courte, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci pour le panel, merci pour vos échanges. Alors, moi, j'avais une question plutôt de sécurité. Donc là, on est en présence de plusieurs professions réglementées ou pas, géomètres, notaires. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que dans nos pays, souvent, on n'a pas de chambre qui recense un peu la liste des notaires, la liste des géomètres, à qui on peut